Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence. On a une conférence assez intéressante, très riche. Comme j'ai expliqué à certains des panélistes et que j'ai échangé, on peut faire un sujet de thèse avec la thématique qu'on a choisie sur les conséquences économiques, sociales, financières de l'intelligence artificielle et aussi du Web3. Donc je suis vraiment ravi d'avoir un panel très relevé. Je vais commencer par les femmes et encore, je vais commencer par Madame le sénateur. En vous présentant, j'ai vu sur LinkedIn un long parcours. Je serai peut-être assez... je ne vais pas tout dire parce que vous avez une expérience de plusieurs années. Donc, vous avez déjà été sénatrice depuis l'année septembre 2020. Avocate de formation, il faut vraiment le préciser, fondatrice de Low Impact Avocat, avec plus de 26 ans d'expérience professionnelle à votre actif. Vous avez fait une formation à l'université américaine, un master, et vous êtes docteur avec mention très honorable, avec félicitations de jury, bravo à vous. Donc quelque part, il faut relever qu'on n'a pas une sénatrice quelconque, on a quand même une personne qui est très à cheval sur les sujets de l'intelligence artificielle et aussi, pas du tout, en tout cas sur l'aspect réglementaire. Je ne vous mets pas la pression, rassurez-vous. Voilà. Donc, en tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir, d'avoir vos interrogations, votre regard avec les autres panélistes. Je passe à Valéria, qui, par Zoom, malheureusement, elle n'a pas pu venir parmi nous, mais je tenais absolument de la voir. En tout cas, bienvenue, Valéria. Ce n'est pas la première table qu'on fait ensemble. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez aussi un CV assez lourd, assez grand. Donc, je veux dire, avec un parcours dans la relation client de grande entreprise, ancienne députée. Il faut le préciser. Vous avez rédigé le dernier rapport de l'intelligence artificielle. Donc, quelque part, vous avez quand même une connaissance dessus. Membre de la Commission des finances et de l'économie générale de contrôle budgétaire, coprésident du groupe des études d'assurance, président du groupe Amitié France-Ukraine et plein d'autres choses afin de réduire votre CV. Et ceux qui vont avoir sur LinkedIn, ils vont voir que vous avez plusieurs couteaux suisses à votre parcours. Je passe à Florent. Qu'est-ce que je peux dire de Florent? Responsable département digital, tu as assuré la relation client au développement commercial des sociétés. Tu es de côté, c'est pour cela que moi j'étais ravi de t'avoir. Tu as un côté investisseur, tu as un côté entrepreneur, et c'est pour cela que les thématiques seront très intéressantes. Cofondateur, directeur général de Pôle Création, passionné, engagé, Florent est un acteur incontournable dans les secteurs cryptoactifs, et c'est pour cela qu'on était très impatients de t'avoir parmi nous. Cyril Armange, directeur adjoint de Finance et Innovation, diplômé de Sciences Po, donc on a beaucoup de personnes qui sont avec la politique, et tant mieux. Il est directeur général adjoint de Finance et Innovation, un hub très important par lequel j'avais la joie de piloter des conférences et des tables rondes sur la DeFi, les matinées de DeFi qu'on a lancées avec succès, il faut le dire. Je suis très content. Tu interviens auprès des écoles, tu interviens à des conférences pédagogiques, et surtout, l'intérêt que tu as, c'est que tu es dans l'acculturation, dans la création des ponts entre les personnes des banques et entre les personnes qui essaient plus ou moins d'améliorer l'acculturation et l'image du Web3 en général. La représentation n'est pas exhaustive, je tiens à le signaler. On a des personnes qui ont une grande expérience professionnelle et je suis ravi de les avoir. Je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet, en tout cas en commençant à planter le décor. Et je vais m'orienter auprès de vous, Madame le sénateur, à titre préliminaire, au titre d'élu de la nation. Quelles sont, selon vous, les réflexions philosophiques, politiques et prospectives sur les enjeux de l'IA? Ça marche, sinon je vous donne mon micro. Ça marche, oui. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette sollicitation. Et donc, je m'inscris en faux tout de suite parce que là, les fake news, c'est pas pour aujourd'hui. Je ne suis pas du tout une experte de l'IA. Et je n'ai pas de doctorat en sciences dures. C'est une blague. Mais c'est une question effectivement très intéressante puisque cette révolution de l'intelligence artificielle, même si en fait l'intelligence artificielle, vous le savez mieux que moi parce que vous êtes tous des experts de l'IA, elle ne date pas d'hier en fait. À partir des années 50, Turing a commencé à écrire sur le jeu de l'imitation. Et ce qui est particulier au siècle que nous entamons, c'est que les nouvelles technologies et l'accumulation des données et la rapidité de traitement de ces données accélèrent en fait le temps et les résultats que cela produit. Et donc c'est vraiment on assiste à une sorte de métamorphose cybernétique qui va avoir un effet de déflagration sur un certain nombre
pivot, je pense, de notre organisation philosophique, économique et sociale. Pourquoi ? Parce que dans ce siècle de dématérialisation accélérée, on le voit déjà, l'important pour la vérité, c'est pas d'être vrai en fait, c'est juste d'être cru. Donc déjà là, c'est pour répondre à votre première question d'ordre philosophique. Qu'est-ce qui va nous importer en fait ? C'est que ce soit vrai ou que ce soit cru. Essayer de passer ça au tamis du pape en doudoune ou de... Vous voyez ce que je veux dire ? On a tous en tête des images, des exemples, y compris dans le domaine naturellement de l'information, qui est un domaine de très grande manipulation. Eh bien, avec cette IA générative, tout ça, ça va se multiplier de façon absolument exponentielle. Et donc, ça nous pose cette première question. Est-ce qu'on veut garder un socle de vérité scientifique partagée ou pas ? Ou finalement, comme on entre dans un monde plus immatériel, ce qui nous importe, c'est que le monde soit comme on souhaiterait qu'il est. C'est un vrai sujet. Et c'est là que réside aussi toute la dangerosité des effets potentiels de ces technologies, à la fois sur les sociétés, mais aussi sur les démocraties. Exactement. En tout cas, j'aimerais bien que ça soit vrai, pas cru, mais il faut absolument avoir la vérité crue. J'aimerais bien l'avoir. Et vous avez tout à fait raison. Donc je prends la perche, Madame le sénateur. Après, lorsqu'on a essayé de parler de l'impact de société, on va essayer de rentrer doucement mais sûrement dans le vif du sujet qui est quand même assez complexe et en plus ouvert. Je reviens vers toi, cher Florent. Les early adopteurs du Web 3 et de l'intelligence artificielle ont-ils une responsabilité morale envers la société, selon vous ? Grande question. Merci à tous encore une fois d'être présents aujourd'hui pour ces sujets très intéressants. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est finalement est-ce que les pionniers ont une responsabilité vis-à-vis des suiveurs ? Est-ce que finalement les 15% de personnes qui sont prêts à se positionner sur une thématique nouvelle où il y a une incertitude, des risques, bien plus que sur des terres jalonnées, est-ce qu'eux ont une responsabilité ? Je vais faire une réponse en 3 temps, ça c'est le juriste qui va parler. Tout d'abord, j'ai envie de dire non. Non, puisque c'est eux qui portent les risques, puisque c'est eux, et vous qui êtes ici, qui vous intéressez, finalement, ça n'engage que vous. Et ceux qui ne veulent pas se former ou qui ne sont pas assez curieux, ils se contentent de suivre la masse avec, pardonnez-moi, les miettes qui peuvent rester de ceux qui ont déjà bâti et creusé les sillons des futurs succès. Dans un second temps, je dirais que oui, puisque l'adoption de masse, l'intégration de ces technologies et les évolutions futures qu'elles vont apporter à notre société, elles ne se feront pas juste avec quelques individus qui deviennent certainement très riches et très puissants grâce à la maîtrise qu'ils ont de ces technologies. Elle va se faire justement par leur intégration dans notre société. Et dans tous ces pans, par un ruissellement en fait qui va se faire. C'est pour ça que finalement ma troisième réponse est celle qui est la plus adaptée, c'est que je pense qu'ils ont autant un rôle, il y a quelques années, évangélique. Moi, j'avais tendance à dire que je prêchais un peu dans le désert quand je parlais de crypto il y a 10 ans, que ce soit en fac de droit ou en école de commerce, les gens ne comprenaient pas forcément où je voulais en venir. Là, maintenant, j'ai fait une stade où j'ai plutôt laissé les curieux venir à moi, donc finalement ceux qui cherchaient une oasis. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a tout un désert à aller fertiliser pour que justement, autant vous, qui êtes les premiers porteurs, autant demain ceux qui vont vous suivre vont vous faire confiance parce que vous allez dompter cette technologie, vous allez leur donner des clés de compréhension parce que vous aurez ouvert ces portes-là, vous serez récompensé parce que vous aurez forcément un temps d'avance. Mais je pense que c'est une responsabilité collective en fait que de pousser l'adoption. Merci beaucoup Florent. Je pose le micro à Cyril. On parle d'intelligence artificielle, on sait tous que ça existe depuis longtemps. Ce n'est pas il y a 2 ans avec ChatGPT que ça existe. Mais j'aurais bien aimé vous poser une petite question, cher Cyril. Est-ce que selon vous, juste, après on aura à rebondir sur des choses, je ne cherche pas que vous soyez tous d'accord, c'est ça l'idée de cette table ronde, elle est vraiment extraordinaire. Est-ce que selon vous, ChatGPT est une révolution ? Alors, ChatGPT, effectivement, est une révolution, peut-être qui impacte la société, mais moi, je dirais avant tout que c'est une révolution sociale, en fait. On est tous ici présents, et on parle d'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui,
il y a une forme de démocratisation sur l'accès, effectivement, des technologies d'intelligence artificielle. Pour rappel, effectivement, tout ce qui concerne l'IA générative a été mis en place en 2017. Aujourd'hui, OpenAI, en fait, leur tour de force, c'est d'avoir réussi à mettre une interface, à avoir des données, à travailler sur des données importantes, sur des modèles techniques importants, pour pouvoir justement donner ce sentiment d'intelligence. Parce qu'on vit dans des sociétés où, en fait, où la maîtrise du langage, en fait, est un signe d'intelligence. Or, ChatGPT donne l'impression d'être intelligent, en fait. Alors qu'en fait, elle a un système de distribution de probabilité qui lui permet, en fait, de déterminer le prochain mot, en fait. Il ne faut pas oublier que garbage in, garbage out, j'ai envie de dire, elle n'est pas encore dotée de capacités cognitives, mais aujourd'hui, c'est ça le tour de force. On est dans une démocratisation de l'accès à de l'IA, en fait. Pour rappel, au mois de janvier, quand OpenAI a annoncé sa solution, on était, le premier mois de mémoire, on était à 100 millions d'utilisateurs. Il a fallu 9 mois TikTok pour atteindre ces chiffres, et Instagram 2 ans et demi, en fait. Aujourd'hui, on est à plus de 4 milliards de visites et d'utilisateurs compilés sur cette technologie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un gap technologique qui est présent, scientifiquement qui existe, et Madame le sénateur le disait, depuis les années 50, 60. Voilà. Et en plus, on a eu des chercheurs français. Donc ça, c'est déjà un point effectivement qu'il faut souligner aussi. Il y a un savoir-faire français dans ces solutions de deep learning, de machine learning sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, ChatGPT, effectivement, ouvre un champ cognitif différent et marque en fait l'adoption de masse par tous aujourd'hui de ces techniques d'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est avant tout une révolution sociale. Merci beaucoup. Je tourne vers vous, chère Valéria. Vu que votre expérience d'ancienne députée, vous avez quand même contribué à la rédaction du livre blanc sur l'intelligence artificielle. Je vais poser une question faussement naïve. Et en plus, j'ai la chance de vous avoir, et aussi Madame le sénateur. Est-ce que, selon vous, nos gouvernements, et permettez-moi le temps de cette question, sont prêts de réglementer le Web3 et l'IA pour le bien de tous? C'est une question que je vous pose. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation et d'avoir aménagé ma venue en distanciel. Donc, en effet, j'ai contribué au rapport intelligence artificielle rédigé, piloté en tout cas par Cédric Villani lors du mandat précédent. Et surtout, j'ai ensuite été membre du comité éthique du numérique, le premier comité qui avait été mis en place justement pour contribuer à la réflexion et fixer les règles du jeu en termes éthiques. Donc, le gouvernement aujourd'hui, ou les gouvernements européens, parce que s'il y a une réglementation sur l'intelligence artificielle, elle sera forcément européenne, sont prêts à réglementer, mais en partant toujours du même postulat, c'est-à-dire la protection du consommateur final. Ce qui peut être problématique parfois parce que ça a tendance à parfois à brider l'innovation. Donc, à la fois, il faut imposer une éthique aux producteurs des solutions d'intelligence artificielle, parce que chacun a ses responsabilités. Et là, pour le coup, je me permettrai de contredire un petit peu Florent, parce que autant les États ou les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger leurs concitoyens, autant les producteurs ont la responsabilité d'appliquer une forme d'éthique. Lors de la rédaction du rapport, lors de la rédaction du rapport, on a constaté un certain nombre de choses, notamment qu'il y avait des abus de langage de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Dans la compréhension du commun des mortels, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est universelle surtout. La problématique, c'est que à ce stade de développement des solutions, c'est des machines qui apprennent des données qu'on leur donne à apprendre. Et donc, si on n'est pas vigilant, par exemple, à la qualité des données, à la pondération de ces données, les solutions d'intelligence artificielle ne font que répéter et amplifier les biais humains. Et la machine doit, pour le coup, pouvoir, et si on le développe de manière éthique, pallier à ces biais humains, parce qu'on a tous nos prismes, on a tous nos façons de voir les choses, et réattribuer ou rééquilibrer une approche.
C'est le cas, par exemple, du scoring bancaire. Historiquement, les jeunes femmes obtiennent moins de crédits de création d'entreprise. Ça, c'est les données d'entrée. Si ces données d'entrée, on les donne en l'état à l'algorithme d'intelligence artificielle pour faire le scoring de risque pour les futurs entrepreneurs et les emprunteurs. Et ben la machine, elle va que reproduire et amplifier le biais d'ores et déjà existant dans la société. Pour que l'IA soit éthique, elle doit être traitée, en tout cas dans son apprentissage initial, avec une pondération de manière à ce qu'on lui donne le même volume d'informations au sujet de chaque typologie ou segment d'emprunteur, de manière à ce qu'elle prenne une décision de manière un peu plus équilibrée. Entre autres choses, mais en l'occurrence, la responsabilité de la protection des concitoyens incombe aux États et à l'Union européenne, en ce qui nous concerne en particulier, mais l'éthique incombe bien aux producteurs de solutions. Et après, on parlera évidemment des résultats, des conséquences potentielles, parce que j'ai acquis un certain nombre de convictions lors de la rédaction de ce rapport. Et je pense que là aussi, le gouvernement a un rôle à jouer, c'est-à-dire de rassurer nos concitoyens sur leur avenir aux côtés de la machine ou de l'avenir de la machine à leur côté. Merci beaucoup Valérie pour cette intervention et en tout cas toujours tes prises de parole sont précieuses. On a planté le décor, on a fait le premier tour. Je vais me retourner vers vous, Madame le Sénateur, et avec la question par laquelle j'aurais bien aimé avoir votre retour. Quels sont, selon vous, il y a un bouleversement forcément technologique, quelles sont à votre sens les conséquences économiques, politiques, sociétales occasionnées par ce bouleversement technologique, selon vous? Alors d'abord, je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon ex-collègue, je partage. Et je partage aussi la petite précision qu'elle a apportée sur la responsabilité éthique. En fait, dans ce genre de révolution, la responsabilité éthique, elle repose sur chacun d'entre nous, en fait. Parce qu'on est dans un environnement qui est totalement atomisé et où chacun, en tant qu'utilisateur ou producteur, on doit avoir un sens éthique de la responsabilité de ce que l'on fait. Ça c'est quelque chose, je pense, qui est très important. Les conséquences, pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, l'IA générative, ça bouleverse le sens de la réalité déjà. Les conséquences négatives, c'est aussi que ça crée des algorithmes addictifs. Et donc, ça a des conséquences sociales aussi. Il ne faut pas être naïf. Quand des boîtes comme TikTok ont des algorithmes d'intelligence artificielle addictifs, c'est évidemment pour avoir un maximum d'abonnés, mais c'est aussi pour pourrir le cerveau des jeunes occidentaux, en fait. Quand on est une puissance et une dictature, l'objectif, il est aussi de prendre un pouvoir d'ascendant, de soft power et d'influence stratégique très, très important. Je vous engage à lire le rapport du président de mon groupe Les Indépendants sur TikTok. C'est absolument hallucinant. Et moi-même, en ce moment, je suis auditeur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Et dans la majeure cybersécurité, sécurité et souveraineté, eh bien, l'intelligence artificielle générative est une énorme préoccupation, en fait, pour ceux qui pensent les forces armées d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Je retourne vers toi, Florent. Donc, vous étiez apostrophé par... Pardon, juste avant que tu poses ta question, je veux un petit droit de réponse. Valéria, Madame le Sénateur, je pense qu'il y a une vraie position un peu différente. Je vous rejoins toutes les deux sur l'idée que l'éthique, je pense que personne ne dira le contraire, c'est une question dont tout le monde doit se sentir concerné. Par contre, moi, ma question, c'est est-ce que la responsabilité incombe aux créateurs, aux initiateurs, d'aller définir qu'est-ce que l'éthique. Parce que finalement, l'éthique en Chine, comme l'éthique en Europe, c'est pas du tout la même chose. Et on l'a évoqué au tout début, je crois, vous le disiez, par rapport à
la concurrence internationale que ça peut représenter, enfin, je ne sais pas si on l'a encore évoqué, mais les problématiques de décalage de réglementation, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que ceux qui doivent faire la règle du jeu et qui sont payés et élus pour ça, jusqu'à preuve du contraire, ce sont nos élus. Je pense que l'entrepreneur, il a plutôt intérêt à se focaliser sur le fait de créer. Alors, peut-être que c'est pour faire un Frankenstein, ça je l'entends. C'est pour ça qu'il faut donner la règle du jeu. Et puis après, on choisit. Si on a envie d'aller monter un monstre d'IA en Chine parce qu'on pourra faire tout ce qu'on veut, je pense que ça sort dehors du cadre de l'IA, la bioéthique, il y a plein de choses qui touchent à ça. Moi, j'ai envie de construire et d'aider les porteurs de projets en Europe, parce qu'il y a une philosophie, il y a des valeurs, et je m'y retrouve. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire porter dès le départ cette responsabilité à l'entrepreneur ? Je pense que c'est plutôt ruissant du sommet. Voilà. Justement, vous me donnez la perche de te poser la question suivante, qu'elle t'est destinée. Elle vous est destinée. Est-ce que l'IA et Web3, finalement, sont réservés à une élite technologique, laissant tout le reste du monde derrière ? Alors, c'est encore une très bonne question. Mais les questions un peu compliquées aujourd'hui, je vais dire. Alors, je vais répondre encore une fois en 3 temps, comme d'habitude. Est-ce que c'est réservé à une élite ? Est-ce que la connaissance est réservée aux curieux ? Est-ce que le savoir est réservé à ceux qui se donnent les moyens de l'acquérir ? Je pense que oui. Personne ne dira le contraire par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'est un savoir inaccessible ? Vous êtes là aujourd'hui à cette conférence. Vous n'avez pas déboursé 10 000 € pour être présent. Il y a des événements Web3 IA qui coûtent très très cher, des formations qui coûtent très très cher. Mais on a la chance d'être dans un pays où on a déjà un gouvernement qui en a conscience, qui met à disposition des formations gratuites. Malheureusement, les Chinois sont encore plus en avance que nous avec de l'IA en école primaire, mais on est dans la bonne direction. Donc, je ne pense pas que ce soit réservé à une élite. Maintenant, et ça va être ma troisième composante, c'est toujours la même chose. La marche est haute. Pour vous ici, je pense qu'il y a des niveaux disparates dans la salle. Il y a des notions que vous maîtrisez. Certains, je vais vous parler de roll-up sur les blockchains, vous allez directement ticker. D'autres, vous allez me regarder avec des grands yeux. Il y a une dimension technique, il y a une dimension philosophique, il y a une dimension éthique, comme on l'a vu. Et je pense que ça, c'est accessible dès l'instant où on veut s'en donner les moyens et que nos élus, nos gouvernements, eux aussi appuient cette démarche-là. Merci beaucoup, Florent. De toute façon, à chaque fois qu'une personne a une prise de parole, chacun, vous pouvez rebondir afin d'avoir un complément. Je me retourne vers toi, cher Cyril, et après, je passerai la parole à Valéria. Avec l'activité que vous faites tous les jours entre les financiers, entre les entreprises, entre les banques et entre les personnes qui représentent la société civile, et parfois, Finance et Innovation parle avec les politiques. J'ai envie de vous poser une petite question. Comment l'IA redéfinit la valeur de l'humain dans la société, selon votre regard à vous? Je vais rebondir sur la partie... Vous avez le droit, on rebondit. Sur la partie réglementation, en fait, c'est très important. Et de toute façon, à chaque nouvelle technologie de rupture, on a toujours un petit peu le même cycle de questionnement et de problématiques qui se présentent, en fait. D'accord, que ce soit sur la blockchain, sur l'IA, sur les technologies quantiques, on a toujours un petit peu ce triumvirat sur l'innovation, la réglementation et la régulation. Un point qui est important, et je rejoins un petit peu ce que tu disais, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit que les IA génératives, en tout cas, ne sont pas européennes. Il faudra à un moment donné, effectivement, avoir un cadre réglementaire qui respecte évidemment l'éthique, crée les conditions de la confiance, mais aussi permette en fait, l'émergence de champions européens sur le sujet. Parce que l'Europe est toujours un peu au bout de la chaîne, et puis on se dit à chaque fois, on met en place un certain nombre d'investissements pour avoir de l'avance sur la prochaine rupture technologique, mais force de constater qu'effectivement, qu'il y a des écosystèmes qui sont beaucoup plus avancés. C'est vrai qu'en Chine, il n'y a pas forcément les mêmes règles du jeu, donc on va beaucoup plus rapidement sur un certain nombre de use cases en fait, qui seront adoptés 10 ans après en Europe. En fait. Donc l'idée, je pense aussi, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre régulation, réglementation, mais favorable aussi à l'innovation en fait. Madame la députée le disait, et je pense qu'en fait, il est vraiment important aussi de créer des bacs à sable qui permettent effectivement aujourd'hui à des solutions européennes viables justement aujourd'hui d'avoir de la transparence sur la collecte des données. Aujourd'hui, on ne sait pas comment OpenAI en fait a travaillé sur les données compilées jusqu'en 2021. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme. C'est plus de 22 000 ans de lecture à raison de 8 heures par jour. On ne sait pas comment ça a été fait, on ne sait pas comment ça a été collecté, on ne sait pas comment ça a été traité. Il y a un peu une black box puisque aujourd'hui les IA génératives aussi génèrent des données existantes génère des nouvelles données à partir de données existantes, mais de plus en plus, on voit des IA génératives qui génèrent des choses à partir de rien. Donc, il y a un vrai sujet aussi à avoir sur ce point. Sur ta question philosophique, Mehdi, comment je vois l'IA
Si tu veux, moi, je vois l'IA au service de l'humain, en fait. C'est-à-dire que demain, si je peux vaquer à mes loisirs et faire autre chose que des tâches répétitives, ben, je serais heureux, en fait. Pour moi, l'IA, en tout cas, dans le monde bancaire, la vision que j'ai, puisqu'on travaille avec des banques, on travaille avec des startups, et Michel le disait en fait, c'est-à-dire que l'IA c'est une couche qui permet d'automatiser, qui permet d'optimiser en fait des systèmes financiers qui existent déjà en fait. Donc demain vous êtes un conseiller bancaire, vous avez une IA qui comprend que bon voilà, Madame et Monsieur Michu a perdu sa carte bleue, donc automatiquement l'IA permettra l'émission d'une nouvelle carte en fait. Là je trouve que on est dans des dispositions où aujourd'hui l'idée c'est que un conseiller bancaire puisse vraiment travailler son expertise, vraiment la mettre à disposition et vraiment apporter quelque chose de valeur et créer un peu une relation, j'ai envie de dire, de qualité avec son portefeuille qui est assez conséquent. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle a ce potentiel. Concernant le Web 3, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus révolutionnaire, libertarien, parce que là, on est dans un modèle qui est totalement différent. On est sur la réappropriation de sa valeur, nominale. Aujourd'hui, on peut soit choisir de vendre ces données, soit choisir de la garder. Donc, je pense que il y a une nécessité aussi d'acculturation, en fait, que ce soit par les formations, que ce soit par la pédagogie, que ce soit par les acteurs étatiques, la société civile, les entreprises, de comprendre réellement, en fait, l'IA, c'est quoi, en fait. Parce que, je veux dire, quand on est sur Netflix, il y a de l'IA en fait, hein. Il y a de la supervision, vous regardez un manga, donc automatiquement on va vous proposer des choses qui concernent le manga que vous avez regardé. Et donc ça, quelque part, c'est une IA un peu douce qu'on consomme tous les jours sans pourtant en prendre conscience, mais elle est déjà là en fait. Donc la vraie question, c'est comment aujourd'hui une IA peut permettre d'inclure des populations qui ne sont pas bancarisées, qui permettent d'inclure des populations qui ne disposent pas d'assurance sur un certain nombre de situations. Je pense que c'est un peu cette notion de progrès en fait qu'il faut avoir. Et l'IA, c'est un peu la jonction justement qui permet d'augmenter en fait le potentiel que chaque humain a en fait. C'est vraiment quelque chose à destination, en tout cas c'est mon point de vue, à destination de la réalisation du potentiel de chacun. Merci beaucoup, Cyril. En tout cas, hier, il y avait une conférence où il y avait un expert de l'intelligence artificielle, où il y avait un regard assez sombre parce qu'il voit des choses que nous ne voyons pas. Donc, je prends de votre intervention deux choses, le scénario sombre et aussi l'humain. Et je m'oriente vers vous, chère Valéria, en vous posant la question suivante. Vu que lorsqu'on est dans l'activité, votre ex-activité de député, on s'intéresse à l'avenir de la société, on s'intéresse à l'humain. Et ma question pour vous, dans un monde où l'IA joue un rôle prédominant, on va supposer qu'on va jouer un rôle prédominant, que deviendront les humains, selon vous ? Alors, pour le coup, moi, j'ai une vision extrêmement positive de l'évolution technologique. Mais c'est peut-être que moi, et je suis peut-être naïve. Mais à moyen long terme, l'intelligence artificielle va remettre en question deux sujets fondamentaux qui forment nos sociétés occidentales, que sont notre rapport au travail et notre rapport à la propriété privée. Et ça, c'est ce qui forme notre code civil et les codes qui en découlent, le code pénal y compris. Donc, c'est une révolution sociétale fondamentale qui a un impact non seulement sur nos sociétés occidentales, mais par ricochet sur les autres sociétés qui se sont inspirées au fur et à mesure de notre droit napoléonien. Pourquoi je dis ça? Parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, alors même que le travail vient de l'industrialisation et donc ça a à peine un siècle et demi, 2 siècles, hein, le travail au-delà de se nourrir, le travail pour produire quelque chose qui sert à être commercialisé, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'à long terme, peut-être moins long que ce qu'on croit, le travail va disparaître et on va revenir à une vie plus proche de l'humain, plus dans la relation humaine, plus dans le service, l'aide à la personne, que le travail de production de services ou de biens tel qu'on l'a connu ces 2 derniers siècles. Parce que la machine n'a non seulement remplacé la robotisation, par exemple les tâches répétitives qui nous sont venues du Fordisme, mais aussi s'attaque aujourd'hui aux emplois plus qualifiés, mais qui ont des tâches répétitives.
Et donc, à terme, il me semble que le travail de production va disparaître au profit de la vie de l'oisiveté. Maintenant, il faut que nos gouvernements se posent la question de la redistribution des richesses en la matière. Et c'est là que je disais qu'il faut rassurer nos concitoyens pour qu'ils n'aient pas peur de l'avenir avec la technologie, mais qu'ils y voient des points positifs pour eux, c'est-à-dire la disponibilité pour plus de relations humaines et peut-être moins de compétition. Et puis la question du droit de propriété ou du titre de propriété, et donc la remise en question de nos codes vient du fait que, alors, d'une part, le réchauffement climatique fait qu'on est moins dans la possession, plus dans l'usage. L'intelligence artificielle va contribuer significativement à cela, puisque le véhicule autonome, par exemple, va devenir une navette d'usage plutôt qu'une propriété privée. Donc, la question de responsabilité va se poser. Qui est responsable de ce parc de véhicules? Est-ce que c'est le propriétaire qui les met à disposition? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est celui qui a implémenté le logiciel d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est le producteur de logiciels? Et donc, toutes ces questions-là, il faut bien y répondre, mais ça remet pour autant en question notre organisation en tant que société qui, elle, est basée sur la propriété privée et sur la transmission de patrimoine. Et donc, ces questions-là ont besoin de réponses pour effectivement rassurer nos concitoyens. Au-delà de ça, une acculturation aux nouvelles technologies passe aussi par la communication saine. L'intelligence artificielle, depuis qu'on a commencé à en parler d'ici une toute petite dizaine d'années en France de manière publique, on n'en parle que de manière négative. On parle de potentiellement de créer un monstre comme dans les films de science-fiction qui va prendre la main et va détruire l'humanité. Soit on parle de la cybersécurité et du fait que l'intelligence artificielle peut être corrompue, soit on parle du fait qu'on ne sait pas régir les responsabilités diverses et variées, enfin, ou de la disparition de l'emploi, mais de manière négative, c'est-à-dire vous serez tous au chômage, maintenant vivez avec cette information. Et je pense que l'acculturation doit passer uniquement par le positif, tout en restant comme responsable de soi. Quand nos jeunes gens vont sur TikTok avec l'intelligence artificielle qui les guide dans leur choix, à la base, a priori, c'est une démarche commerciale, c'est-à-dire faire le plus plaisir possible pour fixer les gens le plus longtemps possible. C'est la même réflexion qu'avaient les publicitaires au début du XXe siècle quand ils ont mis en place les publicités à grande échelle. Maintenant, est-ce qu'on accepte, on n'accepte pas, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on forme nos concitoyens à regarder l'esprit critique, ou est-ce qu'on les laisse vivre avec cette technologie qui peut prendre le pas sur leur capacité de réfléchir, d'argumenter et d'interpréter l'information? Tout est une question de philosophie, pour le coup, de la société qu'on veut demain. Il faut répondre à ces questions collectivement. Merci beaucoup Valéria pour votre réponse. En tout cas, je pense que l'intelligence artificielle, c'est où mettre le curseur pour limiter ou augmenter les avantages et limiter les inconvénients. Et là, je vais me retourner vers vous, Madame le sénateur. Quelles sont vos préconisations pour faire de cette évolution un progrès? Autrement dit, comment on pourrait s'assurer que les inconvénients soient globalement moindres que les avantages? Eh bien, pour déjà embrayer sur ce que vient de dire mon ex-collègue, je trouve que la comparaison avec les débuts de la publicité, effectivement, elle est assez séduisante, mais elle me semble quand même un peu en décalage avec la réalité pour plusieurs raisons. C'est que, TikTok s'adresse à des publics de plus en plus jeunes, par exemple, et que la révolution digitale, c'est quand même que c'est du H24, 7 jours sur 7. Et donc, l'effet produit sur des cerveaux qui sont encore en cours de formation ne me semble pas tout à fait le même que celui qui a pu être produit par les messages publicitaires, etc. Ensuite, j'entends ce que vous dites sur la révolution des usages, on va vers des sociétés de l'usage, etc. Ben, j'ai envie de vous dire oui et non,
Et justement, à cause du réchauffement climatique, oui et non. Parce que je partage plus de la moitié de ce que vous avez dit. En revanche, moi, je pense qu'il va y avoir un déplacement de la valeur ajoutée, en fait. On parlait des conséquences économiques. Je pense que dans cet univers d'IA générative, il y aura plus de valeur ajoutée à savoir faire du bon pain au levain que à faire des tableurs Excel dans une agence bancaire. Je pense que ce siècle, ça va être le retour de l'âge du faire, F-A-I-R-E, et que les gens qui savent faire quelque chose, mais ils savent le faire parce qu'ils en ont une connaissance profonde, deep pour le coup, au sens techno du terme, ce seront eux les gagnants de ces révolutions, je pense, très très sincèrement. Et puis le dernier point que j'ai quand même envie d'avancer, c'est que la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence, sauf erreur de ma part, mais j'ai entendu ça dans une conférence en Chine où j'ai pas mal travaillé, c'est l'intention. C'est l'intention. Le seul delta différentiel, c'est l'intention. Soit on estime qu'on n'est plus des êtres humains qui sommes aussi des animaux et on se dit finalement il n'y a pas besoin d'intention puisque effectivement tout s'automatise. Plus il va y avoir de big data, plus ça va générer encore de nouvelles données qui n'existent même pas encore. Et je suis d'accord que c'est génial, c'est un champ des possibles absolument génial. Et s'il va dans le sens que vous indiquez, qui est celui, presque d'une nouvelle renaissance, où effectivement on aurait beaucoup plus de temps pour apprendre, se cultiver, avoir une démarche artistique, culturelle, etc. Mais je signe tout de suite. Malheureusement, il faut juste qu'on ne perde pas de vue le fait que notre point de vue d'occidentaux et d'européens n'est pas le point de vue majoritaire sur cette planète. Et que la société de l'usage, oui, c'est super pour prendre un blablacar ou une navette autonome, etc. Pour avoir la maîtrise des mines de lithium, de cobalt ou d'uranium, c'est un autre sujet. Or, jusqu'à preuve du contraire, pour fabriquer l'énergie, c'est ce qui gouverne le monde, pour nourrir la planète, il faut encore aller dans le mortar. Et donc, on est quand même obligé de rester dans un monde matériel où, je pense, l'appropriation de ces sources de production est aussi un élément de souveraineté. Et il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Merci beaucoup. En tout cas, on aura l'occasion de faire la conclusion. En tout cas, lorsqu'on parle, cher Florent, j'ai envie de rebondir. J'ai le temps de réagir. Oui, t'as le temps. Rapide. Alors, moi, c'est intéressant justement en plus que je passe juste après les deux points de vue. Dans un sens, je vais encore plus loin que Valéria, pour être honnête. Moi, la phrase Deus ex machina, depuis que j'ai 12 ans, j'y crois. Et je pense qu'en fait, c'est là où je vais encore un peu plus loin, et un petit peu en contresens de ce que vous avez dit, même si je vous rejoins sur les enjeux stratégiques de l'énergie, ça c'est évident. Sur la notion de l'intention, la vraie question que moi je pose, c'est finalement, encore une fois, cette définition de quelles sont les intentions qu'on veut mettre en avant. L'éthique, encore une fois, est-ce qu'elle a sa place dans tout ça? Et je pense qu'en fait, demain, la machine, c'est une évolution inévitable. Pour moi, on est vraiment dans une nouvelle évolution de l'humain. Il y a un homo crypto et il y a un homo erectus. Il y a un homo IA qui va arriver. Ceux qui vont suivre le pas, qui vont maîtriser ces technologies-là, ce sont, je dirais, les acteurs de demain, mais même les citoyens de demain. Et quand tu me posais la question, Mehdi, sur le fait qu'il y ait une caste un peu de ceux qui maîtrisent l'IA, enfin qui est réservée à ceux qui maîtrisent l'IA et la blockchain, je pense que c'est même bien pire que ça. Demain, vous serez des outcasts. Si vous ne maîtrisez pas, si vous ne comprenez pas, si vous ne pouvez pas rendre la machine à minimum votre collègue et dans l'idée votre esclave. Sinon, c'est vous qui serez les esclaves, directement ou indirectement, de ceux qui... On est complètement. Rien qu'en nourrissant la machine, on est un esclave. Enfin, vous voyez, là, on est dans la dialectique. C'est en nourrissant la machine qu'on est un esclave.
Et c'est justement, alors là, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps d'avoir ce débat philosophique qui est très intéressant, mais je pense que l'interface homme-machine est vraiment l'évolution. Donc quand moi, j'entends Elon Musk qui met des puces dans les cerveaux des gens pour tester la connexion, moi j'en rêve depuis que j'ai 10 ans, encore une fois. Donc, Justement, vous me donnez la perche avec le projet de mettre l'iris et d'avoir un coin en échange. Je suis Skynet, pardon. D'avoir l'iris à l'œil, d'avoir un coin avec justement d'OpenAI qui ont fait ce projet qui a scandalisé beaucoup de personnes. Et moi, je reviens vers vous, Florent. L'IA et Web3 sont-ils la fin de la vie privée, en fait, que nous connaissons? Est-ce que c'est vraiment la fin de la vie privée ou pas? C'est une question que je pose. Est-ce qu'on a déjà de la vie privée depuis qu'on utilise tous Google et qu'il y a des algorithmes qui screenent nos mails? Est-ce que depuis les scandales des chips dans les processeurs américains, il y a 50 ans de ça, pour avoir des backdoors, est-ce que depuis Cambridge Analytica, on a vraiment une vie privée? Arrêtons de nous mentir. On adore en plus étaler notre vie. On adore. Enfin, quasiment tous, à part les ermites ou les gens comme moi qui ont voulu faire un peu les fantômes pendant de nombreuses années. Je pense que, encore une fois, réponse en 3 temps. Oui, on va peut-être perdre la vie privée comme on la conçoit. Et sur des thématiques, et je me tourne justement vers les actuels et anciens acteurs, vers les politiques, encore plus de transparence, certainement, encore plus de contrôle, et cette fois sans biais humain, c'est-à-dire avec un code ISLO, avec un smart contract qui va pouvoir communiquer, analyser, sans qu'il y ait aucune manipulation et en toute transparence. Je pense quand même qu'il y a des projets, notamment des projets Web3, qui permettent de respecter l'anonymat. Et ça va être une thématique qui va être beaucoup développée, j'en suis certain. Donc ceux qui sont intéressés par ce genre de thématique, allez-y, hein, il y a vraiment un filon. Et en conclusion, je pense qu'on va redéfinir qu'est-ce que c'est que la notion de la vie privée. C'est une vraie question de société. Je pense qu'en fonction du rôle qu'on joue dans la société, on n'a pas le même droit au même degré de vie privée. Et ça, c'est ma conviction personnelle, mais j'estime que dès qu'on commence à s'exposer, à s'engager, on doit pouvoir montrer patte blanche. Merci beaucoup. En fait, en faisant le lien avec une conférence qui a été faite hier et celle d'aujourd'hui, j'aurais aimé vous poser la question en Cyril, parce que là, on a entendu que l'avenir est pour les personnes qui ont un travail manuel et que l'IA ne va pas être une menace pour un travail manuel. En même temps, il y a beaucoup d'emplois, on lit ici et là que l'IA est une menace de certains emplois. Ce n'est pas une question facile, mais je me tourne vers vous, cher Cyril. Est-ce que les emplois traditionnels sont en voie de disparition avec l'IA, selon vous? Enfin, encore une fois, pour moi, ces questions se sont déjà posées. Hein. Si on se met dans une perspective schumpeterienne, ben, voilà, à chaque cycle d'innovation, il y a des emplois qui disparaissent, il y a des emplois qui réapparaissent. J'ai envie de te dire que c'est un peu le sens de l'histoire, en fait. Donc, effectivement, on a ces questions de débat. Enfin, pour moi, la technologie reste un moyen, en fait. Hein. Il faut qu'on arrive à avoir un objectif de société et savoir où on veut aller, effectivement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est l'économie du poisson rouge. Toutes les 5 secondes, on est rebooté sur des images, etc. Et tout. Mais voilà, quel fondement qu'on veut avoir, quelle éducation aussi qu'on veut associer à tout ça. Je pense que la question d'éducation est très importante. On a des moyens technologiques à disposition grand public, et pourtant l'obscurantisme n'a jamais été aussi performant aujourd'hui, en fait. Donc il y a la question de la technique, il y a la question de la vision, quelle vision de société qu'on veut, et comment aujourd'hui, et moi mon point de vue c'est de dire qu'aujourd'hui il y a, et les nouvelles technologies, la blockchain, la quantité augmente en fait des capacités, augmente l'ambition et le chemin où on veut aller, en fait. Donc sur les emplois, pour revenir à ta question et y répondre, sur les emplois traditionnels, je prends l'exemple du secteur bancaire. Aujourd'hui, on avait dit que les startups, les fintechs allaient disrupter les banques. Les banques sont toujours là, en fait. D'accord ? Les conseillers bancaires sont toujours là, peut-être différemment. Mais aujourd'hui, on voit bien que demain, quand vous voulez acheter une maison, vous allez voir quelqu'un pour parler d'un projet. Vous n'allez pas ouvrir un chatbot et discuter de ces choses-là. Peut-être demain, ça arrivera. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura toujours une intervention humaine pour valider un projet de vie, pour valider des moments, que ce soit une naissance, l'achat d'une voiture, etc., etc. Je pense qu'à un moment donné, il y aura toujours de l'humain. Donc, la banque qu'on disait qu'elle allait être disruptée par le digital et tout, aujourd'hui, quand vous regardez une banque comme JP Morgan qui a lancé également son chatbot avec OpenAI, avant ChatGPT, aujourd'hui, l'idée, c'est de mieux servir en fait sa clientèle privée, en fait. Donc les conseillers sont toujours là, mais on est sur des expertises beaucoup plus pointues qui permettent d'aller beaucoup plus loin avec une logique de rentabilité. Donc la question, effectivement, des emplois, etc. et tout, bon, c'est vrai que ça fait un petit peu le buzz et tout, mais au final, quand on regarde un peu les temps longs, ben, heureusement qu'on évolue, en fait. Et donc,
L'idée, encore une fois, c'est comment, pour moi, toutes ces technologies augmentent le potentiel de chacun. Et si demain, effectivement, je peux faire mon pain, le vin, mais que mon IA est capable de me commander ma farine parce que j'ai eu des clients en plus dans 2 jours, ben, tant mieux en fait. Et ça facilite mon boulot en fait. C'est ça l'idée. Comment je suis augmenté dans ce que j'aime faire en fait. En fait, le filtre de la question aussi, c'est que la réponse de chacun des panélistes présents ici dépend où on se trouve. Parce qu'il y a quand même, il y a la France, il y a l'Europe, il y a le reste du monde. Et parfois, les guerres qui se font entre pays, c'est pas les guerres militaires, mais des guerres cybernétiques, les guerres avec l'intelligence artificielle, ça touche la souveraineté. Et d'ailleurs, je vais m'orienter vers vous, Valéria, avec une dernière question avant de conclure. Comment l'IA, selon vous, une Web3, influence-t-il la souveraineté nationale européenne face au reste du monde, selon vous? Est-ce que ça influence la souveraineté? Vaste question, juste pour conclure. J'aurais aimé rebondir sur tout ce qui a été dit précédemment, mais apparemment, j'aurais pas beaucoup de temps. La souveraineté telle que j'ai eu à la définir dans un certain nombre de rapports que j'ai écrits, mais encore une fois, c'est la définition de la politique que j'étais, pas forcément, elle n'est pas forcément universelle. C'est la capacité de comprendre comment est construite la technologie et la maîtrise de ses résultats. C'est pas forcément de produire de A à Z la technologie chez nous. On mange des avocats, on n'en produit pas sur notre territoire. La plupart de notre maïs mangé en France ne vient pas du territoire national et en soi, c'est pas bien grave à condition qu'on fixe les règles. C'est-à-dire que la France est un des pays les plus complexes en la matière. On a fixé des règles en matière alimentaire en disant on veut ceci et on veut surtout pas cela et on est ferme là-dessus. Et ben exactement pour les mêmes raisons et de la même manière, on peut fixer les règles sur les technologies qu'on souhaite se voir développer sur notre territoire et celles qu'on ne souhaite pas. L'idéal serait de booster notre capacité européenne à produire en notre sein et de manière souveraine, c'est-à-dire sur le territoire, avec des techniciens locaux et avec des financements locaux de la technologie, mais on sait parfaitement que c'est pas aussi simple que ça. Et donc, si on doit accepter des logiciels venus d'ailleurs et l'usage de cela, il faut impérativement qu'on puisse maîtriser le processus de production qui lui a été appliqué. La problématique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est pas capable de déconstruire la réponse aujourd'hui de la plupart des logiciels d'intelligence artificielle qui sont en cours de test ou d'usage. Et c'est bien ça qui fait peur aux politiques que j'ai été et qui sont en place. Pas peur dans le sens où c'est insurmontable, mais comment on incite au développement des nouvelles technologies au service de l'humanité. Comme le diagnostic médical, par exemple, on sait qu'il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui sont capables de détecter les cancers bien avant que les signaux visibles apparaissent. Comment on développe ces solutions sans pour autant refuser de celles qui ont été développées ailleurs dans des conditions différentes, tout en ayant la capacité de comprendre comment elles fonctionnent. Et c'est un petit peu la problématique de la technologie d'intelligence artificielle parce qu'elle est difficilement lisible en termes de déconstruction, donc marche arrière de la solution proposée. Soit on accepte, pour des raisons de santé et de sécurité de nos concitoyens, de se fier, soit on n'y accepte pas. À l'époque où j'étais au comité d'éthique du numérique, créé auprès du comité de bioéthique, on est parti du postulat que la limite, c'était la capacité de compréhension de l'humain. C'est-à-dire que à partir du moment où l'intelligence artificielle vous propose un diagnostic médical et qu'un médecin est capable de comprendre le cheminement qu'elle a effectué, cette intelligence artificielle, et accepte ses conclusions, on accepte la solution de la machine. À partir du moment où un humain n'est pas capable de comprendre, on n'accepte pas la solution de la machine. C'est à la fois, c'est ce qui est le plus sérieux en termes d'acceptabilité et de lisibilité
et d'adoption de solutions technologiques. Et à la fois, ça bride énormément l'innovation parce que ça veut dire que on se limite à notre capacité de compréhension. Et ça, c'est peut-être dommageable alors qu'on développe des machines qui sont capables d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. J'aimerais bien, c'est vrai que la conférence a une thématique ouverte, complexe. J'aimerais bien que chacun essaie de résumer, s'il vous plaît, en courte prise de parole. Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur où doit être la frontière. Et c'est pas pour moi une manière de brider l'innovation, vraiment loin de moi cette idée. Je veux juste qu'on n'oublie pas qu'on est des animaux, en fait. On est des animaux pensants, mais on est des animaux. Et je ne veux pas qu'on devienne des animaux dénaturés. C'est tout. Et la frontière qui a été dessinée tout à l'heure par mon ex-collègue me semble parfaite. Merci beaucoup. Très intéressant. Je pense que nous pouvons devenir des dieux grâce à la machine. Je pense qu'avant tout, l'IA et le Web3 sont des outils pour bâtir l'avenir et dépasser notre condition d'animal. On peut dépasser nos biais, on peut dépasser nos différences. Alors, ça, chacun choisit. Moi, j'ai des moments où j'aime bien l'être aussi, c'est évident. Mais si on prend une vision de société et qu'on prend vraiment du recul, pour moi, les biais humains, les biais cognitifs, la discrimination, les prérequis qu'on s'impose, les verrous qu'on se met dans notre créativité, dans ce qu'on peut faire, ça, c'est quelque chose qui nous bride, c'est quelque chose qui nous limite, qui nous tire, pardonnez-moi, dans la boue. Et là, pour le coup, comme le disait Einstein, pour moi, l'évolution humaine, je ne me trompe pas, je crois que Einstein le disait bien dans un de ses livres, c'est justement l'IA et qui nous permet en fait de créer quelque chose qui nous dépasse. Et qu'en le nourrissant de la bonne manière, par contre c'est un outil, donc comme une bombe atomique, bien utilisée, ça apporte la paix, mal utilisée, ça apporte la mort, voilà. Je suis le destructeur des mondes, pardonnez-moi, et j'arrêterai mon discours jusque-là pour pas affoler tout le monde dans la salle, mais demandez-vous vraiment, en fait, qu'est-ce que vous voulez demain pour vos enfants? Moi, j'ai la réponse. Je sais comment je vais utiliser cet outil-là. Et reste à savoir dans quel pays je veux vivre, pour savoir où je pourrais le développer. Merci beaucoup. Je passe la parole à Cyril. C'est difficile de passer après ces approches. Peut-être je vais essayer de faire un compromis. Je pense que les deux se justifient, mais encore une fois, pour moi, c'est la vision qu'on veut donner en fait à l'usage de ces technologies. C'est vraiment important. Madame le sénateur parlait d'intention. Pour moi, c'est important de savoir où on veut aller. Et moi, je prends un exemple simple dans mon industrie de banquier. On posait beaucoup la question des solutions américaines autour du cloud. Quand vous êtes une banque mondiale, que vous avez un marché important, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Afrique, et que demain vous êtes le DSI de cette banque, et on vous dit Mehdi, je veux que tu me prennes la meilleure solution disponible pour gérer le cloud, ben, je pense que tu vas te tourner vers les acteurs comme incontournables, comme Amazon, comme IBM. On a OVH en France qui propose quelque chose de bien, mais malheureusement, il n'y a pas la scalabilité, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas déterminantes pour choisir cette solution. Donc voilà, il y a un principe de réalité, il y a ce qu'on veut, et je pense que dans tout ça, ce qui nourrit tout ça, c'est la vision, et en tout cas, c'est le politique et la société civile et les entreprises qui nourrissent tout ça. Voilà pour moi. Merci beaucoup Cyril. Mission difficile pour toi, pour vous Valéria. En 30 secondes, un mot de conclusion, parce qu'il y a une table ronde que je vais annoncer qui va suivre. Mot de la fin, mot de la conclusion pour vous, chère Valéria. L'évolution technologique est inévitable. Les seules limites sont celles de notre imagination. On doit positiver et accepter et prendre l'évolution de notre société à bras le corps. Et chaque acteur est responsable de son avenir et il est responsable de ce qu'il veut apporter à cette société, technologie ou pas. Donc, soyons tous responsables. Merci beaucoup pour cette note positive. Avant de clôturer, j'annonce que dans 10 minutes, il y a une nouvelle table ronde. Le titre de la table ronde, c'est DRO, aspect réglementaire, impact dans les projets Web3. Donc pour les personnes
après qu'on va annoncer la fin de cette conférence, ils peuvent revenir à 15h10, donc dans 10 minutes, afin de pouvoir. Il y a Maître Véronique Rondeau, avocat data pionnière en droit du numérique, Arnaud Touati, avocat spécialiste dans les projets Web3, Jérémy Astevola, avocat spécialiste en restructuration d'entreprise, et Benoît Kelchoua, qui est CEO de GoDive, qui est faire la modération. On remercie, on applaudit les panélistes. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Comme Mehdi a dit qu'il y avait encore 10 minutes, je me permets juste de poser une question. Qui serait prêt à avoir un gouvernement qui soit une IA ou un président qui soit une IA dans la salle? Qui ferait plus confiance à la machine qu'à nos élus actuels? Pardon, passé, futur, actuel? Ah, il y a quand même une petite moitié. Hein. Pardon. Oui, mais ça dépend si on est dans un régime démocratique ou pas, en fait. Ouais, c'est ça. Mais vous avez raison. Non, mais... Et blague à part, mon propos est provocateur un petit peu, et c'est plus intéressant d'avoir un débat clivant. Je pense que Madame le Sénateur a quand même bien raison de le rappeler. Si on suit purement ma vision, demain vous allez avoir un diktat en fait de la pensée et je dirais même de l'évolution de la société. Donc il faut des débats comme ça. Il faut se contredire, et puis surtout portez-vous la bonne parole autour de vous, échangez, parlez-en. C'est notre génération, c'est ces années-là qui vont être déterminantes pour l'avenir de l'Europe, de la France et du monde. Merci beaucoup.